Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau débrief Nantes-Monaco, une belle affiche de Ligue 1, une affiche même historique qui a fait vivre les plus belles heures du football français il y a quelques années, qui aujourd'hui est un peu une rencontre de position entre une équipe qui joue le maintien et une autre qui joue les meilleures places de Ligue des Champions. Et pourtant, le spectacle a été au rendez-vous à la Beaujoire pour cette première de 2025 dans son antre. Le FC Nantes a obtenu un point face au club de la Principauté. Pour ma part, je n'avais plus osé mettre les pieds au stade de la Beaujoire depuis Nantes-Metz. On avait perdu 2-0 à l'époque de Jocelyn Courvenec. J'avais été traumatisé par cette rencontre. Voilà, j'ai eu besoin de 9 mois pour pouvoir oser remettre un pied dans ce stade magnifique. Et bien j'ai bien fait parce que le spectacle était au rendez-vous hier. 2 buts partout, score final. Des Nantais dans un premier temps qui ont vraiment bien gêné les Monégasques. Ensuite Monaco qui est un peu revenu dans le match et qui a profité un petit peu encore une fois de la faiblesse mentale des Canaries pour revenir et aller accrocher un point au stade de la Beaujoire. Néanmoins, encore une fois comme je l'ai dit, il y a eu du spectacle, c'était la fête à la Beaujoire, il y avait une super ambiance, c'était un super moment et finalement c'est aussi un petit peu tout ce qu'on demande quand on est supporter d'une équipe, c'est de pouvoir vibrer. Et moi je peux le dire, hier à la Beaujoire j'ai vibré. Donc alors je sais pas si le rendu sur DAZN était aussi bien, certainement pas, mais en tout cas voilà, c'était un vrai bon moment à vivre. Et donc pour vous résumer un petit peu cette rencontre, tout avait très bien commencé pour le FC Nantes. Moi je m'attendais à avoir du 70-30 au niveau de la possession pour Monaco dès le début de match. Finalement Nantes est allé chercher les Monégasques assez haut. Alors il faut bien dire aussi que Monaco n'était pas très inspiré en première mi-temps. Je pense que le déplacement qu'ils ont fait au Qatar là, dimanche dernier pour pouvoir jouer le trophée des champions, ça les a pas aidés. On sentait pas une très grande fraîcheur physique côté monégasque. On les sentait un peu ronronnants, ils avaient du mal un petit peu à avancer, à se donner de l'allant, et finalement c'est Nantes qui en a profité, toujours dans des transitions rapides mais avec une position assez haute, positionnement de Castelletto en numéro 6 notamment qui aurait été vraiment intéressant, et voilà, avec un Le Penant plutôt bien aspiré également. Bien justement sur une combinaison entre Le Penant et Sorba Thomas qui réalisait jusque là un match très moyen, qui avait du mal un peu à se placer, on le voyait, notamment sur les phases de pressing, et bien Sorba Thomas qui va y aller un petit peu tout seul pour déborder, il me semble que c'est Kassoum Ouattara, et centrer en retrait. Le super geste de Douglas Augusto qui après la talonnade sur le but refusé de Ganago la semaine dernière, et là laisse le ballon passer entre ses jambes pour Mathis Ablin. Frappe puissante d'Ablin avec un rebond juste devant le gardien qui empêche Philippe Keun d'intercepter le ballon. Ça va au fond des filets, 11e minute de jeu, le FC Nantes mène 1-0, c'est la fête. On se demande ce qui se passe. Et donc voilà, on prend l'avantage, 5e but quand même pour Mathis Ablin cette saison. Et surtout, il faut le dire, hein, c'est son 4e but sur les 3 derniers matchs. Donc voilà, c'est quand même plutôt intéressant. Globalement, si on doit tirer un premier bilan sur Mathis Ablin, je pense que le but qu'il a inscrit au Parc des Princes face à Paris a complètement relancé sa saison. Pour le moment, c'est le constat que j'en fais, on va voir si ça continue comme ça. Mais quand je vois le match qu'il a fait là hier soir, vu du stade, c'était très impressionnant. J'ai rarement vu un joueur autant peser sur des défenses comme il a pu le faire. Donc voilà, super Mathis Ablin qui ouvre le score donc, qui récompense un peu des Nantais qui finalement ont osé. Très rapidement, moi je m'attendais, comme je l'ai dit, à avoir une composition très défensive. Voilà, une tactique à la Comboiré, allez, on se sert bien, tous dans les 30 derniers mètres. Et non, Nantes a été un peu dans une position un peu hybride, assez haut. Ils allaient chercher Zakaria. Castelletto faisait un marquage, à mes yeux c'était un marquage individuel quasiment sur Ben Seguir, et ça a bien gêné le jeune génie monégasque. Donc voilà, il y avait Ouattara quand même qui sur son côté gauche au début me faisait un peu peur parce que je sentais qu'il était plutôt bien en jambes, il a fait quelques débordements assez dangereux. Là j'ai en tête un centre notamment pour Mbolo et une super tête smatchée de la part de Mbolo, mais ça passe à côté des buts d'Anthony Lopez. Il y aura eu une frappe quand même de Lamine Camara en dehors de la surface, sortie par le gardien portugais du FC Nantes. Et puis une deuxième occasion quand même, mais ce coup-ci pour l'FC Nantes, c'est une reprise de Le Penant qui est contrée et qui fuit légèrement le cadre de Philippe Keun. Et sinon du coup Nantes rentre à la mi-temps avec le sentiment quand même du devoir bien fait sur cette première période. Je me faisais la réflexion pendant la mi-temps, ça faisait combien de temps que j'avais pas vu une période aussi, 45 minutes aussi maîtrisée de la part du FC Nantes, et je suis pas sûr que j'ai déjà vu ça cette saison. Alors peut-être face à Saint-Etienne, la première mi-temps était quand même plutôt bonne, plutôt riche. Mais là, tu rajoutes le fait qu'en face, c'est une équipe qui joue quand même le haut de tableau. Ouais, j'ai trouvé que la première période de Nantes, c'était quand même plutôt de haute voltige. Il y avait des choix tactiques qui avaient été réussis par Comboiré. Je parlais de Castelletto en 6.
Je trouve que même la défense centrale avec les deux gauchers, Palois, Zézé, c'était plutôt intelligent. Le fait de titulariser Sorba Thomas, au final, ça a porté ses fruits, parce que passe décisif pour Sorba Thomas. Et puis voilà, Kodza, Amiens sur les côtés. Finalement, est-ce que Nantes n'a pas réuni ses 11 meilleurs joueurs dans cette composition? Peut-être que l'absence de Chirivella a peut-être aussi fait du bien, parce que je trouve que Castelletto en 6, ça a été mieux que Chirivella. C'est mon avis en ce qui me concerne. Comme vous le savez, ça fait quelques semaines que j'ai un peu de mal avec les prestations de l'Espagnol. Donc on verra quand il va revenir comment Comboiré va s'adapter à ça. Retour des vestiaires, 47e, 48e minute de jeu à peu près. Encore une fois, transition rapide, encore une fois le Penant qui harcèle les défenseurs monégasques, sur le premier but c'était déjà lui qui avait récupéré le ballon, là ce coup-ci il oriente, il décale encore une fois le Gallois, Sorba Thomas, centre en retrait, très puissant, je suis pas sûr que c'était destiné à Amiens de base, mais le latéral droit, dans une sorte de réflexe, il va légèrement ouvrir son pied et trouver la lucarne côté intérieur de Philippe Keun. Là, 2-0, retour des vestiaires, alors là c'est la fête à la Beaujoire, je vous dis même pas, tu gagnes 2-0 contre Monaco à la Beaujoire pour la première de l'année, et puis tu vois Nantes qui propose du jeu, qui est offensif, qui tente des choses, voilà, ça fait du bien, ça soulage, c'est voilà, la fête du football, et puis Kelvin Amiens qui inscrit donc son premier but avec les Canaries. Par la suite, là où on pouvait se dire après le but d'Ablin, parce que souvent Nantes quand on marque un but, dans la foulée très rapidement, il faut faire attention aux minutes qui suivent parce qu'il peut se passer quelque chose en notre défaveur. Ça s'est pas passé sur le but d'Ablin, mais sur le but d'Amiens ça aura lieu très peu de temps après. Là où Nantes était très rigoureux, attentif sur toute la première mi-temps et globalement ouais, sur les 50 premières minutes de jeu. Une montée de Moses Simon, trop accompagnée par Nicolas Kodza, il me semble. À moins que ce soit Douglas Augusto qui était monté aussi, bref, il y avait un trou au milieu. Adi Hutter a fait des changements dans le dispositif de Monaco, ce qui fait qu'il y avait Singo qui jouait plus latéral droit, ce qui permettait à Vanderson de monter sur l'aile et donc de monopoliser Kodza. Ce qui libérait un espace un peu là, dans la ligne un peu intérieure pour pouvoir trouver Mbolo. Une passe très appuyée de Wilfried Singo à destination de l'international suisse qui va profiter de l'erreur de Palois qui aura été trop impatient pour essayer de récupérer le ballon, qui va complètement rater son intervention. Mbolo qui se présente face à Lopez, qui le fusille littéralement avec une frappe assez imparable. Super finition quand même, il faut le dire, de la part de Bril Mbolo. Et donc Monaco qui revient à 2-1 quasiment dans la foulée. Et là on se dit que le match a tourné parce qu'on sait que Nantes, souvent, quand Nantes mène au score, c'est arrivé 6 fois cette saison, rendez-vous compte, 6 fois. Nice, Saint-Etienne, Angers, voilà, il y a un tas d'autres exemples. C'est arrivé 6 fois cette saison que Nantes se fasse rejoindre après avoir mené au score, et bien tu te dis, c'est en train de tourner, puis tu sens que mentalement, voilà, Palois commence à être moins rigoureux que sur la première mi-temps, mais c'est pas le seul, hein. Même Nathan Zézé, ses relances hier soir c'était quand même très compliqué, très globalement, et puis en plus ça dans la foulée, là, vers la 70e, il s'est blessé à la cheville, il pourrait être absent plusieurs semaines, Nathan Zézé, donc ça c'est un autre coup dur de la soirée. Et puis donc voilà, donc Monaco qui revient à 2-1. Dans la foulée, il faut faire attention quand même à ce qui se passe parce qu'on sent que il y a plus d'erreurs, il y a un dégagement notamment de Nicolas Palois qui est raté, qui revient sur Ben Seguir. Ben Seguir qui frappe fort, c'est sorti par Anthony Lopez du bout des doigts parce que c'est en train de filer sous la barre transversale. Donc là tu dis qu'on commence à avoir chaud. Tu rajoutes à ça, vu du stade, hein, un arbitre qui je trouve a donné beaucoup de corners à Monaco. Je dis bien à donner parce que en fait il y avait beaucoup de situations hier soir où je pense que l'arbitre pouvait pas réellement voir s'il y avait corner ou pas. Et quand il savait pas, il donnait corner à Monaco quasiment systématiquement. Faudra revoir le corner qui emmène le but de Monaco. Je suis pas sûr qu'il y ait réellement corner parce qu'à mes yeux Vanderson la retouche après l'intervention de Douglas Augusto. Toujours est-il que le corner est super bien tiré de la part de Lamine Camara. Anthony Lopez se troue un petit peu, se troue même carrément. C'est le risque avec un gardien qui est en manque de rythme, c'est qu'il fait une super prestation globale, mais il y a cette erreur qui vient pénaliser tout son match. Et donc, dans la foulée, Salissou vient finir au deuxième poteau dans le but vide. Il est super bien tiré, donc Nathan Zézé rate un peu son duel aérien, Anthony Lopez rate sa sortie, forcément Salissou se retrouve tout seul au deuxième poteau pour permettre à Monaco de recoller au score, 2 buts partout. 2 erreurs individuelles, Palois puis Anthony Lopez. En soi, les buts, ça vient souvent d'erreurs individuelles, surtout à Nantes. Mais là, c'est vrai que ça fait mal parce qu'on a l'impression de gâcher tout ce qu'on a fait de bien pendant 50 minutes, 60 minutes
En l'espace de 10 minutes, Monaco va revenir au score et gâcher tout ce que Nantes a fait de bien dans les efforts. Nantes avait beaucoup couru, il y avait du pressing, de la transition rapide, il y avait beaucoup de bonnes choses. Et là tu sens que le match est en train de tourner, puis à 2-2, tu dis même plus que tu dois gagner le match, tu te dis surtout qu'il ne faut pas le perdre. Parce que Monaco, la dynamique est pour eux, c'est une équipe qui techniquement est bien supérieure au FC Nantes. Et Nantes surtout n'est plus du tout dans son match. On voit des erreurs individuelles à répétition, des dégagements ratés comme je l'ai dit, l'entrée de Djebama à la place de Nathan Zézé va tout sauf arranger la donne. Djebama, je crois qu'il n'a pas fait une seule chose de bien en 30 minutes sur le terrain, franchement, il a tout raté, c'était impressionnant, tout le stade le savait. Alors déjà il a été sifflé quand il est rentré, alors je trouve que c'est pas super non plus pour mettre un joueur en confiance de le siffler quand il rentre, il n'a pas commencé à jouer qu'il est déjà sifflé, mais quand tu vois sa prestation, je le trouve hors de forme, je trouve qu'il n'est pas en forme physique du tout, je me demande s'il n'y a pas même un surpoids, il est particulièrement lent, il est souvent en retard, même systématiquement en retard, son positionnement laisse à désirer et il fait des pertes de balles qui pénalisent toute l'équipe. La grosse occasion qui emmène au sauvetage de Nicolas Pallois sur la ligne. Qui c'est qui perd la balle bêtement alors qu'il y a un coup franc pour Nantes, Djebama est tout seul, il tente une transversale qui est à mi-hauteur, bah forcément elle est contrée par le torse de Wilfried Singo il me semble, dans la foulée, occasion pour Monaco, et sauvetage sur la ligne de Nicolas Pallois, mais alors plein de réussite, à ce moment là ça aurait pu faire 3-2 pour Monaco, c'était pareil, perte de balle de qui? Jean-Philippe Djebama. Bon, voilà, on en est là donc, voilà, on est obligé de faire rentrer des mecs comme Djebama, même Mohamed, l'entrée de Mostafa Mohamed, une fois n'est pas coutume, autant son entrée face à Lille la semaine dernière était convenable, autant sur le reste de la saison quasiment, il nous a fait des entrées comme là ce qu'il a fait hier contre Monaco. Pareil, lui aussi je le trouve hors de forme. Il est où le Mostafa Mohamed qui quand il arrivait au FC Nantes était un serial buteur qui jouait l'Europa League là, avec Ludovic Blas voilà, il se donne. Mais par contre là on a l'impression de voir un mec qui a vraiment les pieds carrés quoi. Il gagne pas un duel aérien alors que Lopez automatiquement essayait d'allonger sur lui. Alors j'ai l'impression qu'il saute toujours 1 mètre avant la zone d'impact avec le ballon. Donc c'est plus difficile de gagner le duel forcément. Bref, vraiment très compliqué son jeu de haut but à Mostafa Mohamed. Alors évidemment je dis pas, c'est toujours dur d'être numéro 9 au FC Nantes, mais quand tu vois tout le travail d'abattage qu'avait fait Mathis Ablin pendant 60 minutes, qui a bien épuisé les défenseurs monégasques, j'attendais une autre prestation de la part de Mostafa Mohamed. Bref, fermons la parenthèse sur les remplaçants. Monaco aura donc 2 énormes situations, donc le sauvetage sur la ligne de Nicolas Pallois comme je l'ai dit, une autre avec un centre, Vanderson est tout seul au deuxième poteau, il n'a plus qu'à pousser dans le but vide, ça lui passe entre les jambes. Donc là tu te dis qu'on est vraiment pas loin de perdre le match pour le coup. Et malgré tout, Nantes aura la dernière situation, une très grosse occasion, on peut le dire. Mathis Ablin qui va trouver de l'énergie au bout de la soirée nantaise pour réussir à déborder côté droit, il revient intérieur, donne le ballon à Augusto qui écarte sur Moses Simon, la spéciale Simon, rappelez-vous le match face à Lens il y a 2 ans, rappelez-vous le match face à Rennes il y a 1 mois, il nous refait sa spéciale, intérieur, frappe un peu enroulée, et puis ça vient heurter la barre transversale, malheureusement, parce que Philippe Keun était battu, Nantes avait l'occasion de gagner ce match, donc Nantes aurait pu le gagner mais aurait aussi pu le perdre. Donc en soi, ce score de 2 buts partout, finalement, je pense qu'on devrait s'en contenter néanmoins et espérons surtout que Nantes prenne des points là dans les matchs qui arrivent face à Saint-Etienne notamment, qui est enfin une équipe de notre championnat et ça va être tout l'enjeu. Je pense que Nantes est capable de jouer contre les gros, un peu comme Auxerre. Auxerre, c'est à peu près le même combat, c'est qu'ils sont capables de réussir à faire des bonnes prestations contre les gros parce que c'est pas eux de faire le jeu et du coup ils se découvrent beaucoup moins, ils sont toujours à transition rapide, on l'a vu avec leur victoire face à Marseille pour Auxerre. Nantes c'est un peu pareil, face à Paris, face à Lille, face à Monaco, ils sont allés glaner un point à chaque fois, mais par contre quand il s'agit de jouer contre Le Havre et qu'il faut faire le jeu alors que Le Havre t'attend dans ses 30 derniers mètres, c'est beaucoup plus dur. Quand il s'agit de faire le jeu et de se découvrir, en soi en début de saison c'était beaucoup mieux, Angers, Saint-Etienne, c'est des matchs qu'on aurait dû gagner, on a fait des erreurs individuelles qui nous ont coûté très cher. Mais voilà, globalement Nantes perd des points contre des équipes de son championnat, assez bêtement parce que c'est pas eux de faire le jeu. Donc voilà, c'est un constat assez global. Pour faire l'évaluation un petit peu de la rencontre avec mes tops et mes flops, vous êtes habitués. Mes 3 tops, sans hésiter, l'homme du match pour moi, Mathis Ablin, exceptionnel. Voilà, j'ai pas de mots pour qualifier sa prestation, encore une fois. Il va récupérer des ballons, il se bat comme un chien, il fait chier les défenseurs, mais sur 90 minutes, franchement. Donc voilà, super Mathis Ablin. Johan Le Penant, royal, pressing de tout instant. Je sais pas, il a couru de combien de kilomètres, mais
Là il a fait plus qu'un Ironman quoi, au niveau de la prestation physique, c'était exceptionnel, techniquement toujours bon. Et puis le troisième top, je suis quand même obligé de le mettre, Sorba Thomas. Il y avait un enjeu pour lui de se montrer avant que Nantes recrute à son poste. C'est prévu là dans les prochains jours que Nantes aille chercher des offensifs. Et il s'est illustré malgré tout. 2 passes décisives, mine de rien, pour le Gallois. Toujours dans un style de jeu assez stéréotypé néanmoins, avec un petit peu de réussite, certes, mais la réussite, ça se provoque. Et hier soir, il l'a provoqué, donc félicitations à lui. Il s'est donné et il a été enfin au niveau de la rencontre, ce qui n'a pas été le cas globalement depuis le début de saison en Ligue 1. Donc voilà, Sorba Thomas, 3ème top, ça me fait énormément plaisir de le mettre dans cette liste-là. 3 flops, alors difficile de citer 3 flops dans le 11 global, donc je vais me permettre de mettre quelques remplaçants. Néanmoins, si je dois mettre des flops sur le match parmi les titulaires, je trouve que Koza a peut-être été un cran en dessous. Défensivement, il a un petit peu été dépassé. Ça m'embêterait de mettre Anthony Lopez parce qu'il est en manque de rythme et globalement son match est très bon. Et même celui face à Lille est vraiment plutôt correct, mais son raté vient complètement pénaliser l'ensemble de son match. Donc je vais mettre plutôt Koza et Zézé, qui pour moi aura été le côté préférentiel de Monaco quand ils sont passés côté droit. Les 2 joueurs ont eu beaucoup de mal, je trouve, à canaliser les offensives monégasques. Même en première mi-temps, Koza, je trouve qu'il sort quand... J'aime pas trop quand il sort Koza parce qu'il se fait quasiment toujours prendre dans son dos. Quand il sort un peu, voilà, ça passe toujours derrière lui. J'aime bien quand il reste un peu aligné à la défense. Voilà, j'ai toujours du mal avec Koza dans une défense à 4, je vous l'ai déjà dit, je le préfère dans une défense à 5. Bon, voilà, malgré tout, son match n'est pas non plus horrible hier, je le mets parce qu'il faut mettre des flops parmi les 11. Et puis, alors entre Mohamed et Djebamin, c'est assez difficile de choisir qui a fait la plus mauvaise entrée. Je vais quand même mettre Djebamin parce que je pars du principe qu'il n'a pas fait une entrée de football, là il a fait une entrée, il jouait à un autre sport, je pense que... Je sais pas, je pense qu'il faisait du demi-fond parce qu'il courait après les joueurs adverses, mais encore il courait pas trop vite et pas trop fort parce qu'il faudrait pas se blesser quand même. L'objectif reste quand même une vente dans les prochains jours, du moins je l'espère, parce que le niveau de Djebamin c'est tout sauf Ligue 1. Je trouve ça dommage pour un joueur comme lui qui, avec la carrière qu'il a vécue, avait réussi à se hisser à nouveau en Ligue 1, avait réussi à remonter la pente, il avait fait le plus dur. Et là c'est la chance un petit peu de sa vie, la chance de sauver sa carrière avec Nantes, et le mec te montre ça. Bon, bah écoute Djebamin, ce fut un plaisir. 6 mois, c'est déjà 6 mois de trop. Au revoir, on en termine. Quand tu livres ça, pour moi, c'est juste plus possible. Tu n'es pas un joueur de football professionnel. Va faire du baby-foot ou j'en sais rien, mais c'est pas possible. Donc voilà. J'ai fait à peu près le tour, globalement, les tops, les flops, l'ambiance, le match. Ça reste un bon point pour le FC Nantes et puis on espère que ça enchaîne très rapidement avec Brest et Saint-Etienne au programme d'une semaine qui sera quand même assez agitée parce que dans le même temps il y a le mercato, donc restez connectés. En tout cas j'espère que ce débrief vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.